Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Clever Talk. Ravi de vous accueillir aujourd'hui, Viviane de Beaufort. Nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les questions de futur du travail, tech et féminisme. Alors, Viviane de Beaufort, vous êtes une experte en gouvernance publique et d'entreprise. Vous êtes aussi professeure à l'ESSEC. Vous avez été et vous avez contribué dans le programme Women Empowerment et surtout, vous avez été la créatrice de Women Board Ready. On a hâte d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, vous présenter? Alors, présenter 40 ans d'expérience professionnelle, parce que j'ai 65 ans, c'est très long. Donc, je vais rester sur le sujet qui nous occupe, qui est la question de, à la fois, mon expertise en gouvernance d'entreprise et publique, peut-être, et cet aspect un petit peu particulier, ce pas de côté que j'ai fait sur l'engagement envers les femmes dans leur accession aux postes de pouvoir, que ça soit en dirigeance, donc dans les CODIR, les COMEX, les hauts postes, ou que ça soit en gouvernance, c'est-à-dire dans les conseils d'administration et de surveillance, qui est un engagement qui m'est tombé dessus, je dois dire. Je n'y pensais pas du tout. Moi, je suis une Européenne convaincue et je travaille sur les questions européennes, qui m'est tombé dessus lors du premier Women's Forum créé par Aude de Thuin D'accord. en 2007. Elle était à l'époque à Deauville, elle organisait ça à Deauville, elle a organisé pendant plusieurs années à Deauville. Et c'est vrai que toutes ces femmes que je rencontrais, qui suivaient des conférences, qui avaient des workshops et qui, au moment des pauses café, échangeaient entre elles sans se connaître, de manière très fluide, étaient des avocates associées, des femmes politiques, des chefs d'entreprise de différents pays d'ailleurs. Et j'ai réalisé qu'elles partageaient quelque chose que je pensais être une problématique personnelle qui s'appelle le complexe de l'imposteur. Mmh. Autrement dit, à chaque fois que alors c'était toutes des femmes qui faisaient carrière, je ne parle pas juste d'un job, elles faisaient carrière, donc elles étaient engagées dans une carrière, exigeante. Elles avaient fait toutes des sacrifices, parfois de vie personnelle. Ma génération, c'est la génération de divorce, hein. J'espère que ça va mieux pour les plus jeunes et heu, à chaque fois qu'elles étaient en arrêt sur image, à propos d'un poste, d'une nomination, d'un changement d'entreprise, Heu, au lieu de remettre en cause ou d'interpeller l'équité du système Oui. et les chances que leur avait donné le système, elles se mettaient en cause elles-mêmes et je l'ai fait un milliard de fois. Donc j'ai réalisé qu'on était sur une problématique systémique et non pas un problème individuel. C'est le système qui n'était pas fait pour les femmes et quand les femmes avaient la velléité, de vouloir y rentrer, elles avaient du mal, la les portes étaient pas faites pour elles et elles devaient, très sérieusement se battre. Parfois, elles échouaient et se remettaient en question et donc un petit peu après, en 2012, il y a eu, 2010-2012, il y a eu les discussions sur la loi Copé-Zimmermann en France. Oui. Sachant qu'en parallèle à Bruxelles, il y avait une bataille, alors vraiment c'était une bataille à coups de canifs, moraux avec Viviane Reding, la commissaire en charge du droit qui essayait d'implanter une directive sur l'égalité femmes-hommes et j'avais cette espèce de double casquette de comme on fait à Bruxelles, comme on fait en France. En France, voilà, Marie-Jo Zimmermann a mieux réussi puisqu'elle a pu pousser cette loi qui a été adoptée avec beaucoup de débats, hein, après beaucoup de débats, mais sans difficulté et qui donnait de la place, faisait de la place à des femmes qui jusque-là étaient ou absentes ou vraiment ultra minoritaires. Et dans ma tête de prof et en tant que spécialisée en gouvernance d'entreprise, donc connaissant par le menu, dans la pratique, la manière dont tout ça fonctionnait, je me suis dit: «La loi va créer ce que j'appelle un effet de levier», vous voyez? Ou un ouvre-boîte, Mmh. ou tire-bouchon, enfin bref, on utilise les expressions qu'on veut. Mais si elles ne sont pas accompagnées derrière, comme il y a ce fameux complexe de l'imposteur que je vous évoquais il y a quelques minutes, qui semble vous parler, elles vont se retrouver en grande difficulté. Parce que si les entreprises font de la place, non pas parce qu'elles sont convaincues que ces femmes vont apporter quelque chose dans leur diversité, d'autres réflexions, d'autres points de vue. Mais le fond, on appelle ça en droit par compliance ou conformité, c'est-à-dire, pour pas être dans l'illégalité par rapport à un texte de droit. D'un point de vue RH, ça va pas aller du tout et donc j'ai créé en 2012, en accompagnement de la loi, vraiment en même temps, ce programme Women Board Ready et j'ai continué ce que j'appelle l'activité de plaidoyer à Bruxelles, sachant que la directive a été adoptée 10 ans plus tard. Elle a été complètement coincée par plusieurs États membres, qui voilà, qui nous ont bloqués. On a remis ça sur le tapis lors de la dernière mandature avec Ursula von der Leyen et la directive est opérationnelle, voilà, depuis, même pas un an. Donc on a pris beaucoup de retard et du coup, l'exemple français
a permis d'inspirer d'autres pays et l'Union européenne. Parce que comme nous étions assez pionniers, les écueils qui ont été rencontrés par les entreprises ont permis aux autres, en fait, d'accélérer et dans tous les cas, il a été identifié et il y a des alors pas tout à fait l'équivalent, mais il y a des réseaux féminins qui ont comme ça dans d'autres pays, la Suisse ou la Belgique, créé comme ça des programmes, pour accompagner particulièrement les femmes, parce qu'il y a des problématiques de posture, on pourra y revenir, liées à ce fichu complexe de l'imposteur. Ça, c'est un engagement fondamental qui me prend, on va dire, un tiers de mon activité, bien que je sois professeure de droit, européen, qui a fait qu'à l'ESSEC, qui m'a vraiment ouvert très largement la porte et je remercie, les directeurs successifs, et celui qui dirige aujourd'hui, Vincenzo Vinci, à cette question de programme dédié. Parce que souvent, on me pose la question: «Mais pourquoi des programmes dédiés aux femmes?» Et maintenant qu'il y a la loi Rixain, qui est intervenue plus tard et qui est en cours d'application, ça va commencer en janvier 2026, mais que les entreprises ont préparé, qui permet de nommer des femmes, cette fois-ci dans les postes exécutifs, donc les faire monter dans les CODIR, se pose exactement la même chose. Une DRH va monter dans un CODIR, elle se sent pas à l'aise parce qu'elle connaît rien aux finances, elle connaît rien au business, elle va pas prendre la parole, elle va pas oser apporter sa valeur ajoutée, alors que les talents dans une entreprise, c'est juste fondamental et donc j'ai repris mon travail, si je peux m'exprimer ainsi et à côté de ce programme, pour les dirigeants de très haut niveau, les administratrices, j'ai créé un petit programme beaucoup plus court que j'appelle un booster de talent pour des managers qui s'empêcherait de se projeter dans des postes de direction à 5 ans, 8 ans ou 10 ans et qui s'appelle Femmes et Talents parce que, j'ai eu une sorte de fulgurance sur le fait que le vivier des femmes dirigeantes est très ténu. Il est très petit. On ne les a pas fait monter aux différentes strates de la pyramide. Mmh. Donc une fois et c'est le cas là, maintenant, aujourd'hui, que les entreprises ont été chercher une DRH, une DIRCOM, la directrice de la RSE, voilà, fait monter une N-1 en faisant une promotion un peu rapide. Elles ont, est-ce que je vais dire le mot? On va le dire, éclusé en fait, vivier de femmes en potentialité d'occuper des postes de femmes dirigeantes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas préparé à 10 ans, 8 ans, sur un temps beaucoup plus long, cette montée en puissance de jeunes femmes ou de femmes moins jeunes qui pourraient occuper ces postes. Et donc aujourd'hui, les grandes entreprises qui sont concernées par la loi Rixain sont pour beaucoup en grande difficulté parce qu'elles savent qu'elles n'arriveront pas à remplir le quota de 40 qui est prévu en 2029. Mais 2029, c'est demain. Ouais, c'est Il y en sûr. a qui ont déjà du mal à remplir le 30. Elles ont voilà, ils ont recruté à tour de bras, ils ont promu à tour de bras et tant mieux pour les femmes qui ont été promues. Mais il y a un vrai problème de vivier et donc je travaille, à la fois très, très haut sur les femmes, qui ont des postes, y compris de dirigeantes de boîtes, hein, ou présidentes de conseil d'administration et cetera et puis les femmes de codir et depuis 2 ans, je travaille aussi sur plutôt le niveau manager parce que à 10 ans, il faut arriver à les pousser et en même temps, comme je suis professeur-chercheur, je fais des travaux de recherche sur ces questions du complexe de l'imposteur, de la manière dont on traite les femmes, est-ce qu'elles ont plus de difficultés que les autres? Qui sont des problématiques vraiment purement RH, donc je m'éloigne du droit, mais je m'autorise à le faire parce qu'il faut documenter de manière sérieuse ces questions pour convaincre les entreprises de changer leur manière de recruter, leur manière d'évaluer les personnes, pendant les objectifs, leur manière de cocher les cases, leur manière d'accompagner les talents féminins, leur manière de prendre en compte ce que j'appelle les pauses bébés, parce qu'en fait, c'est vraiment je reviens à mon constat en 2007 au Women's Forum, le système doit changer. Pour le moment, on a demandé aux femmes de changer. On nous a demandé de nous tordre, de nous comporter, de manière parfaite, de tout faire bien. À un moment donné, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de burn-out, il y a des problèmes de rébellion, il y a aussi des démissions. Les entreprises qui ont compris le système, ils le changent. Donc tout ça, c'est un peu une partie de ma vie. Voilà, un engagement, dans les réseaux féminins très important aussi pour, aider les femmes dans divers réseaux.
Je suis souvent advisor dans un certain nombre de réseaux. Voilà, donc des recherches, des programmes, du plaidoyer, des travaux avec l'Assemblée nationale, le Sénat, la Commission européenne pour changer les lois. Voilà, c'est ma petite pierre, quoi. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est déjà, un édifice, Non. oui, qu'on est en train de voir, entre, enfin, toutes vos actions et tout ce que vous avez mené en termes de réflexion. On a bien commencé avec nos invités par comprendre quels ont été les déclics de leur parcours. Qu'est-ce qui vous a, voilà, motivé à vous engager autant sur cette voie de, comment on arrive à atteindre l'équité et quels ont été vos moteurs, pour pouvoir, vous lancer dans cette voie qui est, complexe? Alors, donc je disais la date déclencheur, hein, ça a vraiment été le Women's Forum 2007 et la prise de conscience que mon parcours et mes difficultés, et je vais en parler de manière très sincère et honnête, sans faire causette non plus, mais bon, je m'autorise à avoir une parole libre à 65 ans. De toute façon, voilà, la vie est passée. C'est la prise de conscience que les difficultés que j'avais pu connaître dans les années d'avant, quand j'étais jeunette, d'autres les avaient rencontrées ou les rencontraient, y compris à des très, très hauts niveaux. Moi, j'étais une très bonne élève. Voilà, j'avais confiance en moi dans mes études. J'avais un engagement qui était l'Europe, et j'ai été confrontée très tôt à un sacré machisme parce qu'en plus, alors, j'ai un peu vieilli évidemment, mais j'avais, le bonheur versus malheur d'être plutôt jolie et plutôt sexy, et que donc ça attisait soit la jalousie de jeunes garçons qui se mettaient en concurrence, Mmh. soit l'intérêt très mal placé d'hommes plus âgés, qui dans un rapport vertical et hiérarchique, vous imaginez, ce qu'on a pu me proposer, et à l'époque, on était très, très mal défendus contre ce genre de comportement totalement déplacé, et là encore, je suis reconnaissante aux lois d'avoir donné plus de moyens à des jeunes femmes de se défendre contre du harcèlement, sexuel, hein, n'ayons pas peur des mots, parce que ça m'a amenée à partir de plusieurs endroits, à renoncer à certains postes, parce que c'était vraiment insupportable. Après, il y a la vie privée, je rentre pas dans les détails, mais à mon époque, dans la vie privée, les hommes qui voyaient, caracoler leur épouse, éventuelle compagne, enfin souvent épouse, à l'époque, il y avait pas beaucoup de Pacs, le vivaient très mal et se mettaient tout seuls en concurrence. À Paris, où il y avait le plus de femmes qui faisaient des carrières évidemment. Les femmes qui faisaient des études supérieures à niveau doctorat ou ingénieur, vous voyez, bon, on va dire bac+7, et qui potentiellement allaient gagner autant ou plus que «leur homme» entre guillemets, et ben, à un moment donné, elles divorçaient, et donc je me suis retrouvée en charge, d'une petite fille, seule, par an, avec quelqu'un qui avait disparu dans la nature. Disons que j'ai vécu, heu, dans mon expérience personnelle, ce que ça voulait dire, le coût de vouloir faire carrière et d'avoir une ambition. Je faisais ma thèse pendant la nuit, j'avais 2 jobs en même temps, j'avais ma petite à gérer, et ça, je me suis juré que pour toutes les jeunes femmes que je rencontrerais par la suite, je ferais tout ce que je pourrais pour elles, pour leur permettre de faire des choix, mais pas des sacrifices. Parce que nous, c'était la génération sacrifiée, hein. Mmh. Alors, je ne dis pas que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai apporté ma petite pierre. Ça a été la grande époque des réseaux féminins qui se sont construits parce qu'on a réalisé qu'on avait besoin de se parler de ça, de se conseiller, d'élaborer des stratégies, de se soutenir. Parce qu'une femme isolée dans un parti politique, j'ai aussi fait de la politique pendant 10 ans, et qu'est-ce que c'est dur comme milieu! Je crois que c'est le milieu le plus dur de tous. Je vais parler avec des gens comme Nicole Notat, qui a été présidente de la CFDT, qui est devenue très proche de moi. Voilà, j'ai beaucoup échangé avec des administratrices qui étaient une au sein d'un conseil d'administration. Isolées, on était vraiment en très, très grande difficulté. Il fallait être, je dirais, hors norme et faire de terribles sacrifices pour arriver à s'en sortir. D'où le fait que j'ai été spontanément, après une toute petite réflexion, mais qui n'a pas duré très longtemps, en faveur des quotas. Parce que les quotas, c'était le seul moyen de transformer de l'intérieur ces espaces de pouvoir, syndicats, partis politiques, municipalités et entreprises et gouvernements, puisque vous savez que les gouvernements sont jugés aussi maintenant, hein, sur une potentielle parité, par exemple. C'est-à-dire que ce mot de parité, ou au moins de proportion minoritaire de femmes suffisante, on ne pouvait le réaliser qu'avec des lois, en imposant les choses, et donc j'ai aidé les politiques qui avaient réalisé ça, à mettre en place ces lois, ces textes européens. Il y a peu, j'ai conseillé la Pologne
Je suis en train de conseiller 2 pays d'Afrique qui viennent me chercher, sur LinkedIn. Parce que comme ils me voient communiquer sur ces choses-là, ils se disent: «Tiens, on va regarder qui c'est, elle a l'air engagée, ah, elle a construit des programmes» et du coup, ils me demandent juste quelques conseils parce que c'est difficile de faire le premier pas, d'imposer une loi. Vous savez, l'argument et il est soulevé par des femmes, hein, aussi. C'est quand on a des qualités, qu'on a les compétences, on n'a pas besoin de loi quota. Je suis désolée, c'est pas vrai. Mmh. La réalité de ces 15 dernières années démontre qu'à qualité égale, à parcours d'excellence malgré tous les efforts, c'est pas de manière pour le coup machiste ou méchante comme j'ai pu évoquer certains comportements déviants qui existent toujours, mais c'est quelques personnes. Mais le système a tendance à s'auto-reproduire partout, hein. Ouais, Et donc si vous ne mettez pas quelque chose pour bloquer en fait la porte et permettre de changer le paradigme finalement. voilà, qui change de paradigme, ils ne se rendent même pas compte. Ouais, Combien de fois dans mes formations, quand on libère un peu la parole, et qu'on discute de ces sujets-là, parce qu'on parle de sujets très techniques, hein, comme, les risques géopolitiques, les opportunités de l'IA, c'est quoi, un conseil d'administration responsable? Mais il y a une partie dans mes programmes qui est effectivement une partie RH où on est vraiment sur de l'accompagnement de ces femmes et pour qu'il y ait accompagnement, il faut qu'il y ait une parole libérée. Donc les propos, on a un engagement, j'ai une charte, les propos ne sont jamais reproduits, ne sont jamais en enregistrés, on reste discrète, on ne dénonce personne, d'autant plus qu'elles ont des postes importants dans des boîtes, donc c'est extrêmement important. ouais. Vous n'imaginez pas ce que j'entends et 15 ans après, alors c'est mieux, hein, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, mais on n'a quand même pas fini, dans les postes de pouvoir, on a encore des femmes qui sont critiquées sur leur tenue, non mais franchement, mises en cause parce que comme elles ont 35 ans, elles pourraient encore faire un gamin, alors tu comprends, on peut pas lui faire confiance et l'envoyer à Singapour alors qu'elle a candidaté. C'est-à-dire qu'en fait, ils décident à notre place. Ça, c'est un et 2 dans les équipes, alors ça va être un conseil d'administration, un CODIR, une business unit, une direction, peu importe, une équipe, quand il y a beaucoup plus de garçons que de femmes, elles me disent toutes qu'elles n'arrivent pas à prendre la parole. Alors ils le font pas exprès. Ils sont habitués à se parler entre eux, Ouais, donc si quelqu'un, et de préférence un garçon, ne va pas lui-même envoyer le signal, beh, si on donnait la parole à Elena, qu'est-ce qu'a à dire Mélanie et qu'est-ce que voilà, on n'arrive pas à occuper notre place. mmh, Lorsqu'il y a une proportion minoritaire, grâce au quota, donc c'est 30 40 ça veut dire quand sur un conseil d'administration, imaginez que vous êtes 12, bah, ça fait, 4 nanas, voilà. Elles ont tout de suite beaucoup plus leur place naturelle parce que les 4 sur 12, ça pèse. ouais, Ou donc on ne peut pas ignorer la présence de 4 personnes et faire comme si elles n'avaient rien à dire. bien Voilà. sûr. Mmh, Si par ailleurs, on les a un peu boostés, soit dans les réseaux, soit dans des programmes, peu importe, soit du mentoring, du coaching, enfin, je m'en fiche des méthodes, pour leur donner un petit peu d'assurance et qu'elles-mêmes, bah, voilà, se laissent pas faire, alors on a une rencontre entre le système et l'individu et on a quelque chose qui fonctionne et ces femmes-là ne sont pas là juste parce qu'il y a un quota, parce que ça, c'est pas ça mon objectif. Le quota, c'est un outil et si on n'en a pas besoin, tant mieux. Il y a des boîtes qui en ont pas eu besoin parce qu'on avait des managers éclairés. Je pense à, je sais pas moi, Schneider Electric, un manager absolument génial, qui a un dirigeant génial, qui a tout à fait compris. Il y avait Sodexo aussi, qui a été, tout à fait, pionnier, qui eux le faisaient volontairement parce qu'ils avaient compris que la diversité, en l'occurrence de genre, on pourra parler aussi du reste, d'âge, de nationalité, de race, de tout ce que vous voulez, parce que c'est la même problématique, c'est la minorité versus la majorité, mais déjà au moins la diversité de genre apportait quelque chose. ouais, Ceux-là, ils étaient pionniers, ceux-là, ils insufflaient dans toutes leurs boîtes des directives et ils utilisaient tous les moyens que j'évoquais, le coaching, le mentoring, offrir des programmes de formation, tout accueillir quoi, accueillir. Et ceux qui voulaient pas, qui pouvaient pas, qui n'avaient pas compris, eh ben, on les a forcés. Il y a des pays qui n'ont pas eu besoin de quotas, par exemple le Royaume-Uni, qui a une culture de gouvernance, beaucoup plus affûtés, affinés et je dirais sophistiqués que la nôtre, se sont créés des quotas, volontaires. Donc il y a pas de loi et en fait, ils ont réussi exactement de la même manière que nous. Donc peu importe, le levier, mais en France, il fallait passer, par une loi parce que la culture est une culture latine, verticale, d'une part, le dirigeant a toujours raison et
si ce n'est machiste ou misogyne, au moins masculine, on va dire. Mmh. Ça C'est-à-dire voilà, majoritairement porté par des hommes, donc le truc, il est fait pour les mecs. Voilà. Ah oui, c'est hyper intéressant de mettre en avant, en fait, le côté systémique. D'ailleurs, on en a discuté avec, Olivier Sibony, professeur à Mmh. HEC et qui a écrit un ouvrage, très récemment sur le sujet et on a évoqué le fait de, contrecarrer le système, par exemple, en permettant aux RH d'aller détecter les talents au lieu de demander aux femmes de candidater à des jobs pour lesquels elles se sentiraient pas légitimes. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres, mesures qui pourraient être, portées pour pouvoir changer le système de l'intérieur et moins, faire, peser cette responsabilité sur les femmes. J'évoquais tout à l'heure des dirigeants, je dirais éclairés. Pour ceux qui ne le sont pas, je crois qu'il y a un et là, je ne parle pas des femmes, hein, il y a un gros travail de sensibilisation des hommes pour qu'ils comprennent que un certain nombre de victoires qu'on a pu obtenir sur le temps partiel, le télétravail, le droit à la déconnexion, le fait d'arrêter, les réunions, à plus d'heures, c'était aussi, bien pour eux. Oui, Et que donc ces victoires-là, ce sont des victoires RH, ce ne sont pas des victoires pour les femmes parce qu'ils peuvent en bénéficier. Et là, ce que je trouve très intéressant quant à cette sphère, on va dire des hommes, c'est que la jeune génération, ils les millénials et encore plus les Z là qui sont en train d'arriver, dans les entreprises, que moi je vois arriver toujours a avec un peu d'avance parce que, bah, ils font leurs études, donc je les vois 5 ans avant l'entreprise à peu près, OK? ouais. Eux, ils ont très, très bien compris ça. Les garçons sont très, sensibles à cet équilibre de vie. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont prendre leur mercredi pour s'occuper de leurs enfants parce qu'ils ont pas envie de rater ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont prendre leur congé paternité alors que les 40-50 ans, même s'ils ont le droit d'eux, ne le font pas Ouais. parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc il y a cette sensibilité. Un, ce que gagnent les femmes, c'est pas ce que vous perdez, c'est ce que vous gagnez aussi. 2, un rôle, vous l'évoquiez, je trouve ça très juste, plus proactif, donc leur donner plus de d'autonomie des RH ou simplement des directions opérationnelles quand ils ont un recrutement à faire. Aller eux-mêmes élaborer leur grille des qualités, voilà, des attentes et aller détecter, hein, et de convaincre une personne qui spontanément, n'aurait pas répondu au poste. Je reviens au complexe de l'imposteur tout à l'heure évoqué, parce que de nombreuses études ont montré et ça a été repris, 10 000 fois par des DRH, connus, par des chefs d'entreprise. Une femme va toujours se poser la question de sa capacité à assumer correctement le poste si elle a pas 130, j'exagère, des qualités et c'est le fichu complexe de l'imposteur qui n'est pas une problématique de genre. Alors là, je vais être très claire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées souvent dans les médias qui font des raccourcis un peu étranges. Le complexe de l'imposteur, c'est le complexe du minoritaire dans un espace où il est seul ou en minorité et donc il se sent différent des autres. Il a été mis en exergue par un sociologue qui est Serge Moscovici aux États-Unis, pas du tout sur des questions de genre, mais quand on a installé des quotas dans les universités américaines pour que les lycéens qui n'avaient pas accès à l'université parce qu'ils n'étaient pas, excusez-moi, de race blanche et fortunés, ça allait ensemble, il n'y a pas que des blancs fortunés, comprenez-moi. Mais je veux Bien dire, sûr. l'université américaine coûte, une fortune et donc c'était que des blancs fortunés. Donc il y a eu des quotas sur les minorités ethniques, essentiellement à l'époque hispaniques et noires et on repérait ces lycéens, puisque c'est post-bac, OK, pour qu'ils rentrent à l'université, bah, auprès des directeurs de lycée qui identifiaient, qui détectaient les talents dont vous parliez et qui disaient: «Celui-ci, il a un potentiel, donc l'université avec des bourses, avec des systèmes de bourses», parce que sinon ils ne pouvaient pas évidemment s'offrir l'université et au bout de 3-5 ans, qui correspond à peu près à un cursus universitaire, il y a eu un grand questionnement parce que ces étudiants ne délivraient pas les espérances promises et donc Moscovici s'est intéressé en tant que sociologue à ce phénomène en comprenant pas pourquoi des étudiants qui avaient des notes vraiment très supérieures à la moyenne, des facilités, à qui on offrait un parcours en université, donc on offrait une chance, bah, finalement se retrouvaient avec des résultats ou moyens ou voire, catastrophiques. Il faut savoir une chose, c'est que à l'université dans les universités américaines, l'essentiel des notes, au moins jusqu'au bachelor, ce sont des exposés
des prises de parole en classe, c'est-à-dire une capacité à s'exprimer, à participer en cours. Si vous avez le complexe de l'imposteur, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez. Et donc, en fait, ces gamins ont pris du retard et ont été mal notés parce qu'ils n'osaient pas participer. Et Moscovici a donc écrit, hein, dans les années 93-95, un essai sur cette question de la proportion minoritaire suffisante pour qu'une minorité, quelle qu'elle soit, mais là, c'était une minorité de race, arrive à prendre la parole. En l'occurrence, là, c'était dans une classe. Et comme par hasard, aller chercher le hasard, c'est pas le hasard. La proportion minoritaire, il l'a établie autour d'un tiers. Et c'est pour ça que les lois quotas, c'est souvent 30%, 33%, parce qu'il a réalisé qu'il y avait une sorte de renversement de la table quand ils étaient un tiers dans la salle. Eh bien, tout d'un coup, ils se sentaient légitimes. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant de pouvoir m'appuyer sur ces études menées sur une problématique qui n'est pas du tout une problématique de genre, pour pouvoir expliquer le complexe de l'imposteur des femmes. Je le redis, ce n'est pas une problématique féminine, c'est une problématique liée au fait que, étant ultra minoritaire dans un système, regardez les écoles d'ingénieurs, regardez le secteur numérique, regardez en ce moment une discipline qui est en train de monter du fait des problèmes du monde, qui est la géopolitique où il y a énormément d'hommes. Les femmes sont ultra minoritaires et elles ont du mal à émerger. Or, il y a des géopoliticiennes d'une qualité remarquable qui, voilà, pourraient tout à fait conseiller des entreprises, faire des programmes, répondre aux besoins. Comme il y a, des ingénieurs femmes, fait remarquables. Elles restent encore minoritaires dans le système. Ce sont dans ces entreprises-là qu'il faut, je reprends le propos, sensibiliser les hommes à l'intérêt d'avoir de la diversité de genre, pousser les femmes à oser, donner les moyens aux RH d'aller chercher des talents et les dénicher et surtout les convaincre pour débloquer cette incapacité à dire oui à un poste parce qu'on a peur d'échouer. Et puis, il y a tous les outils que j'évoquais vite, coaching, mentoring, programme booster, réseau interne dans les boîtes qui aide beaucoup, réseau externe et je dirais qu'il faut un peu de tout. Et il faut, faut faire le checker et puis voir ce qui est adapté à telle ou telle entreprise. En général, on n'a pas besoin de tout faire et en général, c'est un petit mix de 2 ou 3 mesures par qui correspondent à la problématique. Je vais prendre EDF. EDF est une boîte masculine par secteur. Ouais. Les ingés, en plus, dans les sites nucléaires, bah, oui, il y a pas beaucoup de filles, hein, quel que soit le poste et aller voir des femmes diriger des sites nucléaires qui sont par définition isolées, imaginer qu'elles sont mamans, comment elles font avec leurs gamins. Enfin, je veux dire, il y a rien pour créer la vocation. EDF, il y a 2 ans, m'a demandé et a demandé à 2, 3 autres personnes, des femmes, et des hommes d'entreprises engagées qui a été plus avancées qu'eux. Ils ont accepté de se remettre en question, vraiment de s'interroger avec des vous savez, ce qu'on appelle des rapports d'étonnement que nous, on pouvait leur faire sur leur recrutement, d'évaluation des talents, de promotion des talents et réaliser qu'en fait, tout leur système était un système qui, malgré eux, parce qu'évidemment, ils ne le faisaient pas exprès, évinçait à chaque étage, je dirais, les femmes. Parce qu'ils recrutaient des femmes jeunes, mais hop, voilà. Et donc évidemment, au niveau des femmes dirigeantes comme Exco Dircea, bah, il restait rien. Et je les ai trouvés extrêmement proactifs parce qu'ils ont décidé de remettre à plat de A à Z tout le système de recrutement, tous les critères de recrutement, tout le système d'évaluation sur objectif, d'intégrer des critères de soft skills alors que c'était comme c'est très ingé, vous voyez, c'était des trucs plutôt les objectifs, financiers, les résultats, les machins et un résultat emblématique, mais c'est un parmi d'autres, mais celui-là, il m'avait frappé, c'est que au bout d'un an, ils avaient réussi en négociant avec une femme qu'ils avaient repérée et qui refusait d'être nommée directrice d'un site nucléaire au fin fond, voilà, de la France et bah, d'accepter le poste en lui aménageant sa charge de travail parce que les enfants restaient à Paris avec, le compagnon, en acceptant qu'elle télétravaille sur une partie, qu'elle aille que 2 jours sur le site, c'est-à-dire en s'adaptant et c'est pour ça que je parle de système, en s'adaptant à la situation personnelle de la personne. Parce que sinon, elle refusait d'être nommée. Or, elle avait toutes les qualités, voilà, pour l'être. Mmh, Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais là, je m'étais dit: «Voilà, là, ils ont tout bon». ouais. Oui, oui, mais c'est super lorsqu'on a un mouvement qui vient de l'entreprise, qui se remet en question, qui va chercher ses freins, internes, visibles et invisibles pour remettre à plat et promouvoir
les femmes, surtout en prenant en considération leur situation familiale. Moi, je j'accompagne depuis, très peu de temps, des femmes là depuis, 6 mois au sein du Clever Camp et souvent j'ai des femmes qui viennent, suite à un burn-out. La situation de burn-out que vous avez pu constater, elle est causée par quel type de pattern et comment on fait, pour pouvoir arrêter, le burn-out ou en tout cas essayer de le minimiser lorsqu'on sent les débuts d'un burn-out qui pointent? Comment on fait en tant que femme C-level pour se prémunir, pour se protéger de cette menace d'être, voilà, de se sentir submergée un petit peu? Ça, c'est vraiment un sujet, je vais même pas dire difficile, je vais dire douloureux. Il est douloureux pour moi parce que j'en ai autour de moi, j'ai des témoignages, je suis très sincère avec vous. J'ai un mental qui fait que je ne suis pas en burn-out au sens, classique du terme, mais le mot épuisement professionnel et physique a été prononcé plus d'une fois. Donc je suis à la fois une très mauvaise élève pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire et en même temps une très bonne élève parce que comme je ne l'ai pas fait, je peux dire aux autres: «Warning». Mmh. Alors là encore, même si, des hommes font des burn-out, bien évidemment, on est quand même au niveau des femmes dirigeantes dans une situation qui crée ce type de pathologie beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus facilement. Alors parce que dans la sphère professionnelle, après j'ajoute la sphère perso qui va venir s'ajouter, hein. Oui. Dans la sphère professionnelle, le complexe de l'imposteur fait qu'elles vont non pas s'engager, mais se surengager. Elles vont être tout le temps en volonté de faire leurs preuves et c'est vrai que quand le système n'est pas très bienveillant à leur égard, bah, le système les pousse à se cramer, hein, voilà, je vais utiliser le mot, jusqu'au moment où l'accident arrive. D'autant plus que comme elles veulent réussir, au sens réussir leur mission, réussir leur tâche, prouver que elles vont jamais en parler, en tout cas dans leur sphère professionnelle, pas faire d'alerte, parce qu'on peut faire des alertes. Elles vont, garder ça pour elles dans leur sphère, perso et parfois même ne pas en parler avant que ce soit trop tard ou en parler à leurs amis, mais c'est, vous voyez, complètement, voilà, ou dans les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a pas de connexion avec le risque entreprise et l'alerte RH et elles ne vont pas écouter les signaux d'alerte physiologiques qui existent et qui sont maintenant très clairement identifiés. Ils sont différents selon les gens, mais c'est, de la fatigue intense, des maux de ventre, des migraines, voilà, ça va se manifester, différemment, mais en gros, des signaux que le corps craque et donc dans de nombreux cas, elles frôlent le burn-out et puis elles peuvent, se remettre. Mais il faut prendre des mesures drastiques. Bah, ça va être le mi-temps thérapeutique, ça va être une période de réel arrêt et pas de continuer à être connectés avec leurs équipes parce qu'ils sont responsables et cetera. Je parle en connaissance de cause. Il peut y avoir le cas où c'est trop tard et là, ça fait des sacrés dégâts et ça met du temps, plus ou moins selon les gens, mais ça met du temps. Il arrive d'ailleurs très souvent, j'ai remarqué que ces gens-là ne reprennent pas leur poste d'après. Elles choisissent autre chose, un autre secteur, une autre entreprise ou tout simplement une activité, autre, individuelle, parce qu'en fait, elles ont compris que si elles remettaient le doigt dans cet engrenage, ça allait recommencer, en fait. Donc très souvent, quand c'est trop tard ou avant que ça soit trop tard, une des réponses, c'est partir. Ce qui est un échec de l'entreprise, on est d'accord? Ou de toute organisation, hein, parce que je dis l'entreprise, mais c'est toute organisation. Il y a des mesures préventives, mais là encore, on est sur le système. Elles, il faut leur apprendre et je me fais rire toute seule en disant ça parce que je suis la première à ne pas le faire et je paye au quotidien, c'est respecter une écologie personnelle. On ne dort pas 4 heures par nuit sous prétexte qu'on peut se permettre physiquement. On ne mange pas une seule fois par jour, sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Ce que je fais, je continue à faire. On n'ignore pas sa fatigue, on déconnecte, le week-end ou au moins une journée ou au moins quelques heures. On fait voilà, c'est l'écologie personnelle, quelles que soient, on va dire, ses recettes, la capacité de se ressourcer et moi, je vais parler en un terme très clair parce que c'est le terme qu'utilisent mes médecins puisque je suis malheureusement suivie. J'ai une maladie qui s'appelle une fibromyalgie qui s'est déclarée, qu'on a diagnostiquée maintenant, mais qui n'est pas venue par hasard. Elle s'est préparée pendant des années et à un moment donné, paf, c'est tombé. C'est une maladie qui crée des douleurs épouvantables. Plus je suis stressée, plus je fatigue, plus j'ai mal. Moins je suis stressée, moins je suis fatiguée, moins j'ai mal. Comme s'il y avait un engrenage, dans un sens ou dans l'autre et la seule qui peut envoyer le signal moins ou envoyer le signal plus, c'est moi. D'autant plus qu'étant professeur, je suis quand même
dans une profession où je suis quand même, on travaille beaucoup, mais je suis quand même très libre et je suis quelqu'un qui ne peut pas m'empêcher, atteinte du syndrome de l'imposteur d'une manière, alors à 400, de continuer à travailler, d'avoir aussi, un intérêt intellectuel qui fait que je me dis: «Ah mais non, mais il faudrait quand même faire ça et puis après on va faire ci, puis on va faire ça». Au lieu de me dire: «Tu n'es plus en capacité de faire ça ou alors tu le feras plus tard ou alors tu donnes l'idée à quelqu'un d'autre». Mais, il faut se calmer et je crois qu'il y a énormément de femmes dans les espaces de dirigeance qui, petit à petit, parce que ça se fait pas en une journée, hein, c'est petit à petit ont appris à, vous savez, augmenter leur cadence. Oui. Augmenter leur cadence, prendre l'habitude de travailler le samedi matin et puis tiens, on va aussi travailler le dimanche matin et puis aussi, bah, finalement machin et puis aussi un petit peu le soir là, quand les enfants sont couchés et puis à l'heure du déj, on n'a pas besoin de déjeuner et puis et vous voyez? Et en fait, ça ne se fait pas d'un coup évidemment, on n'a absolument pas confiance, mais il y a un engrenage Mmh. qui fait qu'il n'y a plus de temps autre que du temps de travail. Alors, ça peut apporter une satisfaction intellectuelle, morale, mentale, c'est mon cas. Ça donne aussi une grande fragilité sur un autre phénomène, c'est que quand on est surinvesti dans son travail, on n'a pas de béquille si jamais quelque chose se passe mal. Or, nous sommes dans un monde qui va mal, Mmh. donc il n'y a aucune raison, ou alors tant mieux pour les chanceuses et les chanceux qu'à un moment donné, il y ait pas un dysfonctionnement, une difficulté, un conflit, un licenciement, ou simplement un problème avec un collègue et quand on est surinvesti, on attend beaucoup plus et donc on vit encore plus mal que n'importe quelle personne ces difficultés parce qu'en fait, on n'a pas de quoi se raccrocher. Ouais. Et parce que quand on a une famille équilibrée, qu'on a des enfants, qu'on sait que le week-end on va les emmener, je sais pas, je dis n'importe quoi, on prend la voiture, on va à Deauville ou on prend le train d'ailleurs, c'est beaucoup mieux, on va à Deauville, ou on va respirer, voilà, je ne sais où, ou on va se faire un spa 2 heures avec une copine. Les difficultés sont les mêmes, mais on ne les prend pas pareil. Et pour moi, le burn-out, c'est un état d'épuisement qui monte progressivement et à un moment donné, il y a un incident de parcours, quel qu'il soit dans la vie professionnelle de la personne, qui fait que étant en batterie, vous voyez, on prend une batterie de Mmh. téléphone. Oui. La batterie est à 10. Vous sortez votre wifi, il cherche partout le wifi machin, il arrive à 1, ça y est, vous êtes blindé, vous êtes en burn-out. Si la batterie était à 60 et que l'incident arrive, Ouais. vous allez accuser le coup, On peut l'absorber. mais vous avez une capacité à l'absorber. Mmh. Et ça, je l'ai vécu, je le vis. Je vois des collègues, des amis, je parle à des femmes, voilà, dans mes programmes qui l'ont vécu ou qui le vivent, qui sont très elles aussi du coup, quand elles s'en sont sorties bien, soucieuses de dire aux autres: «Attention» et je suis la première à dire aux jeunes femmes: «Ne faites pas ça, ne sacrifiez pas tout à votre carrière. Un job, c'est important, une carrière, c'est important. Il y a des choix à faire, mais ne vous cramez pas». Parce que ce mot «cramer» me parle particulièrement parce que dans les fibromyalgies, un des symptômes, c'est qu'en fait, on brûle. Au moment où je vous parle, je viens de dire quelque chose qui est difficile pour moi, donc j'ai les jambes et le bassin qui brûlent. Alors évidemment qui brûlent pas, hein. Ah C'est ouais. le ressenti neurologique. Moi, ma tête, elle va bien, vous voyez? Je vous parle normalement, je vais pas pleurer, je n'ai pas mais mon cerveau a envoyé un j'ai parlé de quelque chose qui est difficile, donc mon cerveau a envoyé au nerf, par la moelle épinière, un signal: «Tu brûles». Mmh. Quand je garde mon petit-fils de 5 ans, c'est bizarre, je n'ai jamais ce genre de choses. Donc écologie personnelle pour les femmes, arrêtez de vous en demander autant, vous êtes votre pire ennemi. Ça, c'est un premier truc. Osez et puis vraiment les RH et tout le système, les managers doivent être extrêmement vigilants à ce qu'on demande parce que je crois vraiment qu'un homme dira plus facilement non qu'une femme et qu'une femme peut être amenée à en prendre trop pour les diverses raisons qu'on a évoquées et que, bah, trop, c'est simple. Trop et maintenant j'ajoute la sphère personnelle. Même s'il y a des progrès, la charge mentale, je vais pas en faire des tonnes là-dessus, tout le monde le sait. On a au mieux encore toute la charge mentale d'organiser,
les choses pour, pas seulement les enfants, mais la famille. Puis maintenant, on a les aidants, bah, de la génération d'après qui est restée en vie et il faut s'en occuper. Et en fait, cette charge mentale, elle vous bouffe le cerveau aussi. Vous voulez aider vos enfants, vous voulez garder vos petits-enfants quand vous êtes en âge de les avoir. Vous avez vos parents commencent à être dépendants et cette réalité-là est quelque chose que, à ma génération, on taisait complètement. Ça faisait partie de la sphère privée. On n'en Oui, parlait jamais. Moi, avec voilà, maman est morte, j'avais à peine 40 ans dans un accident et mon papa est handicapé lourd, donc grabataire. Et on a décidé de ne pas le mettre dans un EHPAD, ma sœur et moi. Et on se répartissait la charge. C'était très lourd, on ne regrette pas, mais ça nous a bien plombé, nos vies. À 40 et 45 ans, on peut avoir envie de faire autre chose. Plus mon job, je voulais faire carrière, j'écrivais des livres, j'avais des conférences, je devais partir en déplacement parce que la carrière de professeur, c'est ça. Et bah, oui, oui, ça crame. mmh, Et donc à un moment donné, si j'avais été plus lucide, j'aurais entendu et alors comment je faisais? Je surenchérissais en faisant du sport, du sport, du sport, du sport, parce que le sport effectivement, ça crée des endorphines et que ça me permettait de tenir. oui. Je faisais 8 heures de sport par semaine Waouh! et à un moment donné, je suis désolée, mais ça craque parce qu'on n'est pas des robots, hein. Voilà, je suis prête à partager, je vous l'avais dit, hein. Mmh, Je peux vivre avec, je peux l'aménager, mais c'est vrai que ça va me pourrir toute la fin de ma vie. Plus ou moins selon, comment j'arrive à faire, et si je peux éviter ça, à d'autres, on peut faire une déclinaison sur, des cas de cancer qui vont se déclencher, parce que la personne est en situation de fragilité, alors qu'on est tous confrontés à la problématique et puis qu'on a un corps qui va l'évincer, un corps qui va pas le faire. Vous parliez du burn-out, ça peut être des migraines, ça peut être en gros, quand le corps lâche et moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça, c'est les médecins, mais j'ai mis 5 ans avant de l'accepter. Au lieu de lui dire: «C'est pas toi qui décides, c'est mon cerveau et mon cerveau est plus fort que le corps», il faut écouter parce qu'en fait, le corps et le cerveau ne sont pas décorrélés, ce que j'ai très longtemps cru. Vous voyez, j'avais l'impression que j'avais une espèce de truc là qui faisait que moi je disais, il allait le faire et il l'a fait très longtemps. Sauf qu'à un moment donné, il a dit: «Bah non» et donc il a commencé à envoyer les signaux là. Donc c'est paralysie, flamme, douleur, piqûres, enfin des trucs hallucinants et je ne peux pas maîtriser. Donc il faut apprendre des choses comme, la respiration, heu, moins prendre les choses à cœur, faire des choix, bah, dire non, savoir dire non. Apprendre à dire non, tiens, ouais, je crois que ça c'est très important, sans culpabiliser. Ouf, ça Encore plus important. Ouais, apprendre à dire non gentiment, voilà, ben non, je ne peux pas, non, j'ai déjà un programme chargé ou peut-être dans 3 mois, mais là, c'est pas possible pour, décharger la barque. Ça me paraît important et c'est des choses dont je traite, je vous dis avec ces femmes dirigeantes, mais j'en parle aussi à mes jeunes étudiantes parce qu'elles sont amenées potentiellement d'ici 5, 10, 15 ans à occuper des postes importants et donc si elles commencent comme ça, la spirale va s'installer et c'est pas le système qui va vous sauver, il faut pas rêver. Un système qui voit que vous êtes hyper investi, que vous répondez toujours présent, même quand vous êtes en arrêt maladie, alors qu'on vous a dit que vous êtes en arrêt maladie, que vous avez mis un arrêt et que vous répondez quand même, bah, écoutez, les gens sont humains, ils se disent: «Bon, bah, OK, elle répond, super, hein, ça va aider». mmh. Et donc c'est aussi à nous de nous préserver et je crois que tous les coachings qui peuvent être faits sur ça, faire réfléchir sur soi-même, sur l'écologie personnelle, sur, les attention à vos limites, attention aux signaux physiologiques. L'épuisement, c'est pas, on dort une nuit et puis, bah, ça ira mieux. Non, non. Il faut faire vraiment très attention. Moi, maintenant, je ramasse les morceaux comme je peux. Je serai plus jamais, comme avant. J'ai fait le deuil. J'ai encore, j'espère, des trucs à dire, à faire, je suis passée pas très loin, hein, de la paralysie totale, en fauteuil et tout ça et j'ai pas envie que ça arrive à tout le monde. Alors je ne grossis pas le trait, c'est ma vie, hein. Je dis pas et heureusement que ça va arriver à tout le monde, mais c'est un syndrome très, 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 répandu chez les femmes et quand on en parle, c'est très bizarre parce qu'en fait, elles se mettent à en parler. Merci pour ce retour avec autant d'authenticité et je sais que ça c'est pas simple, mais je pense que ça pourra aider.
beaucoup de femmes de l'entendre. Il faut pouvoir s'écouter et c'est vrai que parfois on reste beaucoup dans la tête. En tout cas, on pense que la tête, va pouvoir convaincre le corps de continuer. Donc, de mettre des mots aussi précis dessus, ça va beaucoup, aider, les femmes qui nous écoutent. Bah, vraiment, je le fais pour ça. Par ailleurs, j'ai fait des trucs super, je continue à en faire, intellectuellement, mais c'est vrai que la souffrance comme prix à payer pour ça, il faut y réfléchir à 4 fois quand même. On notera bien le coût de l'ambition, Ouais. les sacrifices qui vont avec cette ambition et puis le travail interne pour que les femmes puissent se sentir légitimes aussi et je pense, reviennent et sont des notions fondamentales. Généralement, dans le Clever Talk, on fait une session un peu de vrai ou faux, questions-réponses. Donc, je vais vous poser rapidement des questions, et vous pouvez développer si vous le sentez sur certaines, réponses. La diversité améliore automatiquement la performance des conseils d'administration. Non, pas automatiquement, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait ce phénomène d'accueil dont je parlais et que les femmes qui sont promues, qui sont nommées, aient la possibilité d'occuper leur place. Sinon, elles servent de potiche et ça sert à rien. Donc, c'est toute la problématique diversité-inclusion. C'est qu'on crée la diversité, mais s'il y a pas la démarche d'inclusion derrière, ben ça sert à rien. Très clair. Les femmes s'autocensurent plus que les hommes pour les postes de direction. Vrai, pas la peine de commenter. Il faut accepter de jouer selon les codes masculins pour accéder au pouvoir. C'était vrai pour ma génération et il faut se rebeller et imposer ses propres codes. Donc non. Les quotas sont contre-productifs à long terme. En tout cas, ils sont très productifs à moyen, court terme, donc on les enlèvera quand on n'en aura plus besoin. Voilà. Une femme dirigeante manage différemment qu'un homme. Pas toujours. Il y a des femmes qui sont tellement atteintes du syndrome de l'imposteur qu'elles deviennent, ce que j'appelle des reines des abeilles, c'est-à-dire qu'elles sont pires. Elles prennent les défauts de ce que j'appelle le système vertical et masculin, et elles sont pires et parfois c'est les pires ennemis des femmes. En revanche, une femme qui a été plus dans le partage, dans la solidarité, alors on va encore prononcer le mot qui est un peu galvaudé, mais tant pis, de sororité, est effectivement en général beaucoup plus encline à écouter. Elle a moins d'ego, donc elle écoute davantage. Elle se remet plus facilement en question, c'est la vertu du complexe de l'imposteur. Il y a aussi, des aspects positifs et du coup, elle s'enrichit davantage de la vie des autres. Donc plutôt oui, sauf, les reines des abeilles qui piquent OK. avec les dards. Le networking féminin est moins efficace que le networking masculin. Ça a été vrai pendant très longtemps parce que le networking féminin était essentiellement, du fait du vécu des femmes, un espace qui était pas tellement fait pour le business et la promotion de carrière, mais plutôt pour, libérer la parole et voilà, avoir un espace de respiration. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation de ces réseaux et même si on a gardé cet espace de respiration nécessaire et de solidarité, les femmes n'hésitent plus ou hésitent beaucoup moins à aussi s'en servir comme réseau de business. Le mieux étant, les réseaux mixtes, hein. Aujourd'hui quand même, je pense qu'il est temps que les réseaux, soient mixtes pour les raisons évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les questions supposées féminines de temps de vie, de rythme de vie, de tout ce qu'on veut, concernent aussi les hommes. Oui. Est-ce qu'il faut cacher sa vie de famille en entretien d'embauche? C'est désormais des données personnelles, donc si jamais droit du travail en passant, si jamais quelqu'un ose vous poser une question sur votre vie de famille, votre état, marié, pas marié, machin et tout, c'est interdit, c'est une pratique RH interdite. C'est votre choix à vous, de le mettre sur la table ou pas. Voilà. En revanche, en termes systémiques, j'identifie que de plus en plus la vie privée est devenue quelque chose qu'on intègre à la vie professionnelle et que, l'entreprise l'accepte et le conçoit et on parlait de cette femme qui a été nommée sur un site nucléaire. Si c'est pour adapter, et obtenir de bons résultats par rapport à une problématique, familiale, personnelle, je sais pas moi, avoir un enfant handicapé, être en situation d'aidante, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas, à ma génération, mais je trouve que c'est plutôt un progrès. En revanche, c'est pas à l'entreprise de le faire, c'est interdit, mais vous avez le droit de le faire et en fait, j'encouragerais plutôt les gens, je le fais, hein, d'ailleurs, j'encourage les gens à dire les choses aux managers et aux RH, parce qu'on peut comprendre des choses, quand on connaît la situation de la personne. Je terminerai sur, 2 questions. La première, c'est votre vision, celle un peu plus pessimiste, vos appréhensions par rapport au futur du travail
et les femmes. Et la dernière, ce sera la vision, positive que vous avez de cet avenir qui attend les femmes et leur carrière. La vision du monde du travail, pour moi, c'est pas forcément plus les femmes que les hommes. Je crois qu'on n'a pas du tout encore, réussi à projeter, anticiper, mesurer, même pas imaginer, même s'il y a des chercheurs, hein, qui bossent là-dessus, les conséquences que l'IA va avoir sur, un certain nombre d'activités, de métiers. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. On est sur une espèce de moment de renversement du monde aussi. Mais peut-être que finalement, si on doit travailler 2 jours par semaine et que c'est suffisant et que le reste du temps, on peut faire du bénévolat, c'est-à-dire que tout ne tourne pas autour du travail parce que la rentabilité grâce à ces outils aura permis ça, c'est positif. Si la rançon de l'utilisation et la rentabilité de ces outils crée en masse des licenciements, de la précarité. Alors c'est inquiétant. Un devoir des entreprises est aussi de prévoir des possibilités de réorientation, formation et cetera. Donc voilà, c'est pour moi, c'est un gros sujet et pour le moment, on l'a à peine encore, abordé. Mmh. Les entreprises commencent à l'identifier comme à la fois risque et opportunité, hein, il y a des travaux là-dessus. D'ailleurs, Women, il y a une équipe de Women qui travaille là-dessus parce que je les fais travailler sur des sujets de prospective d'entreprise, hein, sur les risques. Oui. Ce Voilà. sera passionnant d'avoir leur retour sur ces questions parce qu'en effet, tout est à écrire et ça peut être une formidable opportunité comme aussi, très délétère pour notre manière de vivre le travail, mais en tout cas, Voilà. ça peut être Donc pour moi, c'est vision positive et négative, bah, la vie, elle est compliquée, elle est ni noire ni blanche, donc voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, merci 1000 fois pour cet échange Je vous en qui prie. était, riche et je pense qu'il va beaucoup parler, aux femmes qui nous écoutent. Merci, pour votre sincérité et on a, beaucoup apprécié ce moment. Au revoir, merci à vous. Au revoir.